Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. On va peut-être commencer par se présenter. Donc, je vais donner la parole à Olivier. Bonjour à toutes et tous. Donc, Olivier Lopez, je suis donc professeur à Sorbonne Université, directeur de l'ISUP et également l'un des directeurs scientifiques de Detralytics. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Coteau. Je travaille à la Caisse centrale de réassurance où je suis responsable du service actuariat et provisionnement. Et donc, Maud Thomas, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et donc co-responsable du master actuariat de l'ISUP. Donc, on va vous parler... Non, on revient, merci. D'identification d'un réseau au service de l'anticipation des risques. Et on verra donc deux exemples. Un exemple en catastrophe naturelle, en particulier avec la sécheresse, et un exemple en risque cyber. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre les dépendances en fait entre certaines catégories pour certains risques, et donc d'essayer notamment de comprendre ce qui peut mettre en défaut, par exemple, la mutualisation et le principe de mutualisation pour ces risques-là. Et donc d'essayer de comprendre la structure en réseau que peuvent avoir ces risques. Je veux bien que tu veux que je te... Merci. Donc, sur la théorie classique du risque, qu'on fait en général, c'est qu'on considère qu'on a un portefeuille avec N assurés, et de manière très simpliste et classique, on va supposer qu'en fait, ces assurés ont des pertes qui en fait sont identiquement distribuées et indépendantes. Et en fait, ici, ce qu'on va évidemment remettre en question et essayer de comprendre, c'est justement que ces pertes ne sont pas indépendantes et qu'il y a donc des connexions et des liens entre ces pertes et qu'il y a une dépendance entre ces liens. Donc si on reste dans ce cadre très simple de perte IID, on sait que la perte totale du portefeuille, c'est en fait simplement la somme des pertes de chaque assuré. Et donc le théorème central limite nous dit qu'on peut approcher la loi de la perte totale par une gaussienne. Mais en fait, évidemment, si on met en défaut et qu'on sait qu'en fait, il n'y a pas indépendance, en fait, il n'y a pas identiquement distribué non plus, mais ici, ce n'est pas ce qu'on traite, on perd en fait cette propriété de gaussianité, et donc on est un peu coincé. Donc en fait, on sait qu'il y a comme une forme de réseau. Donc, je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. Merci. Donc il y a du coup des connexions, et donc on peut traduire ça sous la forme d'un réseau. Donc par exemple en haut à gauche, donc là c'est des attaques cyber, et donc évidemment si une catégorie d'entreprise par exemple subit une attaque cyber, il y a une probabilité par exemple non nulle que certaines autres catégories soient également touchées par une attaque cyber. Ensuite à droite, donc là on est plutôt sur donc là c'est la supply chain. Donc s'il y a par exemple une entreprise qui est touchée, en fait ça va impacter d'autres ça va impacter d'autres services, et donc du coup c'est l'attaque cyber qui implique d'autres conséquences et qui va toucher par exemple d'autres secteurs. Et ensuite, donc on a là en bas à droite, donc on voit pas grand chose, mais en gros c'est un réseau donc de ruissellement par exemple, et donc en bas à gauche. Ouais, j'ai du mal entre ma gauche et ma droite, donc c'est en bas à gauche. Et donc évidemment, s'il pleut, si en tout cas l'eau monte à un certain niveau, évidemment ça va redescendre, et donc plus bas dans le fleuve, ça va continuer à monter. Évidemment, il y a des ruisseaux qui vont se rejoindre, qui vont faire que ça va grossir de plus en plus. Et donc évidemment, il va y avoir aussi ce phénomène là d'accumulation dans le réseau. Et donc celui qui est à droite, on est sur une épidémie, donc là c'est les données du Covid, et donc on sait que évidemment s'il commence à y avoir une épidémie dans une certaine ville, en fait notamment par exemple avec le trafic aérien, ça va finir par toucher une autre ville, et donc il y a une connexion en fait entre les différentes villes et entre les différents pays. Voilà. Et donc je vais présenter le plan. Donc on va avoir dans une première partie, donc comme je vous ai dit, en fait un exemple sur les risques naturels, et donc notamment avec le cas de la sécheresse, et donc un algorithme de super learning qui sera présenté par Geoffrey, et ensuite avec Olivier on vous présentera la partie sur le cyber avec les phénomènes de contagion et un modèle à variables cachées. Donc j'ai le rôle de présenter cette première partie sur les risques climatiques.
Donc deux parties, il y aura deux sous-parties, une première qui concernera le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et le risque sécheresse, ce sera une forme d'introduction, et ensuite on entrera dans le vif du sujet, et on parlera de l'algorithme développé, donc du super learning, et de son étude à l'aide de l'outil, donc les réseaux. Merci Olivier. Me concernant, j'évolue à la Caisse centrale de réassurance. C'est un acteur majeur du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc pour en parler très rapidement, il repose notamment sur une extension de garantie obligatoire à la souscription rattachée à tous les contrats dommages aux biens, qui s'accompagne d'une surprime de 12%, qui va permettre aux assureurs de se réassurer contre les catastrophes naturelles. Et CCR est une offre de réassurance dans ce sens. Donc la particularité de CCR, c'est de proposer des garanties illimitées, puisqu'on bénéficie de la garantie de l'État, et on va donc indemniser, réassurer les assureurs avec ces garanties lorsque les biens assurés sont sinistrés et sont situés dans des communes ayant fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par la commission interministérielle. Donc il existe, je vais rapprocher le micro, il existe des critères déterministes, enfin prédéterminés, qui permettent d'établir si une commune sera reconnue ou non. Et ce sont les maires qui formulent ces demandes de reconnaissance lorsque des administrés sont impactés. Donc là, j'en viens maintenant à parler de la sécheresse géotechnique, ou sécheresse RGA, pour retrait et gonflement des argiles. Donc ça désigne donc, justement ce phénomène, c'est assez parlant, de l'argile contenue dans certains sols, qui va se mettre en mouvement. En période humide, il va se gorger d'eau, et puis en période sèche, il va se rétracter. Et donc ça va générer un mouvement qui peut aller jusqu'à fissurer des maisons qui seraient construites sur des sols de cette nature, contenant de l'argile. C'est un péril qui est moins connu que les inondations du grand public, mais ça représente tout de même le second péril pour le régime, avec une sinistralité annuelle moyenne de l'ordre de 475 millions d'euros. Donc c'est beaucoup, d'autant plus que ces dernières années, on est plutôt sur des moyennes de l'ordre du milliard d'euros. Donc, dans le cadre de ces travaux, CCR est amené en fait à anticiper les risques naturels via l'estimation de dommages suite à la survenance d'événements naturels. Pourquoi ? Parce qu'on dispose de 95% du marché sur je parle des réassurances publiques, on n'intervient que sur le territoire français, et donc sur les catastrophes naturelles, sur le territoire français, on dispose d'une part de marché aujourd'hui de 95%. Ça fait qu'on récolte un nombre conséquent de données en provenance de nos cédantes sur les catastrophes naturelles, de portefeuilles de sinistres, et en même temps, ça fait qu'on est exposé à ces périls naturels. Donc, on a très vite eu le besoin et la possibilité de développer des modèles qui permettent, donc, comme j'ai dit, d'anticiper les dommages liés à une catastrophe naturelle. Moi, je parle aujourd'hui de la sécheresse, et il existe déjà un modèle basés sur des régressions logistiques qui permettent d'estimer les dommages. Et ces modèles sont très importants puisqu'ils sont utilisés en tarification, en provisionnement et pour tout un tas d'études. Mais voilà, mi-2010, suite à l'essor du machine learning, CCR a souhaité s'approprier ces méthodes, ces nouvelles méthodes, nouvelles pour nous en tout cas, via l'initiation d'une thèse dont je suis le doctorant. Je suis encadré par Antoine Chambaz au MAP 5, donc c'est une thèse en partenariat avec anciennement le Paris 5, l'Université de Paris maintenant, et je suis encadré par Thierry Colignac, côté CCR. Donc, un des outputs de cette thèse, qui porte donc sur la mise en place de l'élaboration d'un algorithme pour anticiper les dommages à l'aide d'une approche data science machine learning, un des outputs, c'est le modèle qui est présenté sur la figure à gauche. Ce modèle, je vais en parler que très rapidement, c'est un modèle qui va en fait agréger tout un tas de modèles. On a plusieurs couches, une couche de données sur lesquelles on va pouvoir travailler, réaliser l'apprentissage, à l'aide desquelles on va réaliser l'apprentissage. Puis on a une première couche d'algorithmes fondamentaux qui vont être mis en compétition, et chaque boîte représente donc un algorithme de
machine learning, deep learning ou un modèle actuariel ou un modèle physique. Bref, un algorithme qui va anticiper les dommages liés à une sécheresse. Et puis ensuite, on a une seconde couche d'algorithmes qui sont de même nature, ça peut être du machine learning, qui eux vont agréger, c'est une première couche d'agrégateurs, en fait, d'algorithmes agrégateurs, qui vont agréger les prédictions de la première couche. Et puis enfin, on a un dernier élément qu'on appelle l'overarching, qui lui va agréger une dernière fois les prédictions de la deuxième couche. Donc j'en parle que très rapidement, mais il existe deux versions de cet algorithme selon le comportement de ce qu'on appelle l'overarching, le dernier élément, selon qu'il sélectionne le meilleur algorithme qui est mis à sa disposition. On parle donc de super learning discret, ou continue s'il réalise une combinaison d'une pondération des prédictions des algorithmes, des méta-algorithmes qu'il a à sa disposition. Donc c'est un algorithme, donc ce super learner, qui est cet overarching, on va dire, qui fournit les prédictions qui sont sur le graphique à droite. Donc en bleu, on a les coûts réels, et puis en jaune, foncé et clair, on a les prédictions respectivement de l'overarching discret et continu, et puis en rouge, on a des prédictions qu'on obtiendrait en faisant une simple moyenne de tous les algorithmes fondamentaux, les base learners, qu'on met en compétition. Donc on montre du coup qu'on fournit des prédictions plus intéressantes qu'une méthode brutale d'agrégation, et puis qu'on aussi, il y a une proximité forte entre les prédictions de notre algorithme et les coûts réels. Les prédictions sont satisfaisantes dans l'ensemble, même si en 2012 et 2016, les prédictions sont moins intéressantes, avec respectivement une sur- et sous-estimation des dommages. Donc cet algorithme qu'on développe, on s'inspire en fait du super learner, qui est un algorithme développé par Mark van der Laan, qui est un algorithme, voilà, vous avez compris, d'agrégation de modèles, même si on propose une extension de celui-ci. Et cet algorithme, il est intéressant, ces travaux de Mark van der Laan, ils sont intéressants parce que ils sont livrés quelque part avec des garanties théoriques d'apprentissage qui renseignent sur la capacité à sélectionner ou combiner le ou les bons algorithmes fondamentaux. Donc ça, c'est très important. Le stacking est plus ancien par rapport aux travaux, vis-à-vis des travaux de Mark van der Laan. Mais maintenant, disons qu'avec les travaux de van der Laan, on comprend pourquoi cela fonctionne théoriquement. Mais ces résultats théoriques, on aimerait en bénéficier dans notre extension du super learner, des travaux de Mark van der Laan. Cependant, une hypothèse importante, en lien avec l'introduction de Maud, c'est l'hypothèse d'indépendance, qui sont nécessaires qui permettent d'obtenir ces garanties théoriques. Donc comment faire dans le cadre de notre étude, comment gérer la dépendance au sein de nos observations, dépendance dans le cadre de cet exposé qui seront spatiales, qui est de nature spatiale, puisque on a affaire à un phénomène météorologique, donc on anticipe assez bien qu'on aura des dépendances notamment spatiales. Merci. Donc, comment faire pour prendre en compte ces dépendances ? En fait, le super learner, il réalise ses sélections en fonction, parmi les algorithmes fondamentaux, en fonction d'un risque empirique. Voilà, il va mettre en compétition des algorithmes, il les évalue, il se donne une métrique, on lui donne une métrique, il évalue les performances des différents algorithmes suivant un schéma de validation donné, et puis il sélectionne ou il agrège. Bon. Le problème, c'est que les dépendances vont jouer un peu, vont avoir un rôle de voile sur sa capacité à bien apprécier les performances des algorithmes fondamentaux. Et si on ne prend pas en compte les dépendances, on va avoir en fait la possibilité que le super learner se trompe et sélectionne le ou les mauvais algorithmes. Donc, grâce à une inégalité de concentration de Jansson de 2004, modélisant la structure de dépendance entre les observations grâce à un réseau, on obtient le résultat simplifié suivant. Donc on se donne, c'est valable pour tout epsilon strictement positif. On a un premier terme, en fait, tout à gauche, qui est le risque de notre algorithme sélectionné. Voilà, c'est l'algorithme psi chapeau, c'est l'algorithme qu'on va sélectionner. Alors que psi-tilde, ce sera l'algorithme optimal qu'on aurait dû sélectionner. C'est peut-être celui aussi qu'on a sélectionné, mais voilà, c'est le comportement qu'on aurait, la sélection qu'on ferait si on avait une quantité infinie d'informations. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une proximité forte entre ces deux risques. Et donc,
d'où cette inégalité avec cette borne supérieure qu'on peut voir comme une fonction de i ronde. On peut voir comme une fonction de i ronde, et nous, voilà, on veut que cette fonction de i ronde soit le plus petit possible, ce terme, en fait, cette borne, évidemment. Donc, le terme i ronde, en fait, on l'a appelé comme ça parce qu'il désigne l'information dont on dispose, cette information qui sera troublée par les dépendances spatiales. Et donc, on veut que i ronde soit, lui, le plus grand possible, puisque quand il s'agit d'informations, on veut bénéficier d'un maximum d'informations. Et puis, ça tombe bien, mathématiquement, on a une décroissance de cette borne supérieure en fonction de i ronde. Cependant, i ronde dépend d'une caractéristique du réseau. Donc, quel réseau utiliser, à quel réseau recourir pour modéliser les dépendances spatiales. Il faut savoir qu'on a toujours la possibilité d'écrire ce résultat théorique, mais pour moi, en tout cas, c'est très abstrait. Et moi, j'ai envie d'apprécier la puissance de mon résultat. Donc, je vais trouver un graphe, je vais devoir déterminer un graphe. Donc, s'agissant de phénomènes météorologiques, on parle, et ce ne sera pas le cas dans la deuxième partie, mais on a quelque part, on peut observer le graphe, on peut l'anticiper ou le supposer, puisque la notion de proximité entre les communes va être l'élément clé. On ne sait juste pas à partir de quelle distance on va pouvoir considérer des communes comme indépendantes. Donc, on va se donner a ronde, qui sera l'ensemble des communes françaises. Donc, son cardinal, c'est de l'ordre de 36 000, un peu moins maintenant. Et dans le cadre de notre étude, on introduit un réseau de dépendance ou un graphe qu'on appelle G-ronde qui incorpore la mitoyenneté entre les communes. Donc 2 communes qui ne seront pas reliées dans le graphe seront considérées comme indépendantes, et puis si elles sont reliées, elles sont considérées comme dépendantes. Voilà. Et puis elles sont reliées si elles sont voisines. Ok. Donc le degré de G-ronde, c'est 1 plus le nombre maximum d'arêtes partant d'un nœud de G-ronde quantifie la prégnance de la dépendance. Okay. Donc nous, on veut que le degré de G soit le plus petit possible. Le graphe est représenté en haut à droite pour la région Île-de-France. Et en son centre, c'est Paris, sans surprise, qui, on le voit en bas à droite, avec ses 29 communes voisines et la commune ayant le plus de voisines. Donc nous, le degré sera 29 plus 1, 30. Et ça nous permet en fait même si ce n'est pas présenté ici, de calculer i ronde. Et i ronde, en fait, il s'écrit comme le quotient entre le cardinal de a ronde sur le produit entre t, le temps, le nombre d'épisodes de sécheresse qu'on observe, malheureusement petit, 30, et le degré de G. Et donc, le fait de se donner un graphe, ça nous permet d'apprécier la puissance de notre résultat, théorique. Donc je passe en slide suivante parce que où j'indique que ces justifications théoriques n'ont pas de rôle opérationnel. On peut toujours construire notre superlearner, faire des prédictions et obtenir des résultats qu'on jugera plus ou moins satisfaisants. Mais maintenant, on a la garantie que cet apprentissage est possible et pertinent malgré les dépendances spatiales quelque part, qui sont contenus dans nos observations. Donc voilà, on a étendu les résultats de Mark van der Laan et on possède, du coup, on maintient des garanties théoriques. Maintenant, il existe des limites à l'emploi de cette structure de réseau pour modéliser la dépendance. Donc, notamment au niveau météorologique, on représente les conditions météorologiques via un indicateur d'humidité des sols, le SWI, qui est calculé par Météo France et communiqué à la CCR. Donc il est représenté, c'est un indicateur décadaire qui a une résolution de 64 km², ce qu'on appelle les mailles safran. Il est représenté en haut à droite. Cependant, la superficie moyenne des communes est de 14 km². Donc on peut se retrouver dans la situation représentée en bas à droite où on considérait comme indépendantes la commune rose et la commune jaune parce qu'elles ne sont pas mitoyennes, or elles sont sur la même maille, elles vont partager une information de SWI. Donc pour les données dont on dispose, notre graphe de dépendance ne pourra pas représenter la dépendance météorologique, il pourra en revanche représenter les dépendances comportementales, notamment lorsqu'il s'agit de formuler des demandes de reconnaissance. Les communes vont s'influencer entre elles, vont avoir un comportement en fait, de communauté qu'on peut représenter grâce à ce graphe. Et donc, pour les aspects météorologiques, on a plutôt recours au conditionnement.
Et en fait, le graphe qu'on aura construit sera un graphe qui renseignera des dépendances, ou plutôt des indépendances conditionnelles aux variables représentant les conditions météorologiques. Voilà pour cette première partie. Et donc je vais prendre la main sur cette deuxième partie consacrée aux risques cyber. Alors Geoffrey a bien mis en évidence là, dans cet exemple des risques naturels l'importance de comprendre la structure de dépendance, le réseau qui relie les différents assurés ou les différentes victimes dans le cas ici du cyber. Ce qu'on va essayer de vous présenter dans cette deuxième partie, c'est justement, alors il y a une faute de frappe ici, c'est contagion et pas cotation, mais on va justement mettre en évidence cette notion de réseau. Et là, la différence va être que le réseau va être plus difficile à connaître. Il va être un petit peu caché. On sait qu'il existe, qu'il y a des connexions entre individus, mais elles sont plus difficiles à percevoir. Et donc, Maud, en dernière partie, vous donnera quelques éléments sur comment, statistiquement, on peut essayer avec des hypothèses bien sûr, de dégager, à partir d'un peu d'expérience, cette structure implicite de graphe. Donc, sur le cyber, d'abord, là je vais essayer de vous parler de contagion. Il n'y a pas que des événements cyber contagieux. C'est un risque assez protéiforme, avec beaucoup de situations. On ne va ici couvrir qu'une partie, et je vous présente ces premiers points uniquement comme illustration. D'abord, le fait que ce premier slide pour vous convaincre qu'il y a des événements cyber contagieux. L'un des plus médiatiques dans les années récentes, c'est l'exemple de WannaCry, également du virus NotPetya qui a suivi, de l'attaque NotPetya qui a suivi. Qui donc fonctionne avec une attaque ici classique de rançongiciel. Vous voyez ce message fort antipathique qui s'affiche sur votre écran et qui vous dit que vous n'avez pas accès aux données de votre système d'information sauf à payer une rançon. Et même en payant, c'est pas sûr que vous retrouviez tout. Donc simplement cet exemple-là, c'est l'exemple type d'une cyberépidémie, si vous voulez. D'abord par son ampleur, le nombre de victimes, vous voyez, qui est approximatif, mais qui est quand même conséquent, plusieurs centaines de milliers de machines, qui est mondial, et avec un coût, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, qui dépasse le montant des rançons, puisque... pour ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire, le montant de rançon pour WannaCry, qui a été touché par les hackers, c'est autour de 100 000 €, hein, donc pas de quoi se payer un studio dans le quartier, mais en revanche, les pertes induites ont été très fortes. Je mentionne cet aspect qu'on décrira moins, mais c'est juste pour qu'on ait tout en perspective. L'exemple de Colonial Pipeline, donc qui est une attaque récente contre un fournisseur d'énergie aux États-Unis, montre aussi là des contagions tout au fil de la supply chain. C'est-à-dire qu'il va y avoir certes un risque au départ numérique, mais qui, parce qu'on a bloqué un certain nombre d'activités, va se propager à d'autres secteurs, entraînant des prix, des augmentations des indices de l'énergie, mais aussi entraînant potentiellement des pénuries. Et donc il y a vraiment un enjeu, Maud mentionnait la supply chain également au début, pour détecter une structure de réseau qui peut être une structure numérique, mais qui peut aller au-delà du simple numérique et refléter aussi une structure de dépendance en matières premières, par exemple. Alors, juste vous montrer une illustration rapide. Je vais vous faire une description très succincte d'une des approches qu'on avait développées dans différents travaux sur ces phénomènes cybercontagieux. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de phénomènes cybercontagieux que vous pouvez essayer de modéliser pour essayer de les prévoir, pour faire des scénarios, un petit peu comme des épidémies classiques. Avec ensuite plein de différences sur les paramètres, ne serait-ce que la durée. Vous voyez que là, l'épidémie de Covid, ça fait déjà 3 ans et ça repart. Une épidémie comme WannaCry, c'est 10 jours max. Donc on est vraiment sur des échelles différentes et sur plein de mécanismes qui sont différents. Néanmoins, mathématiquement, on peut arriver à relier la date à laquelle l'assuré est infecté
à des modèles épidémiologiques, comme ces fameux modèles vus à la télé pour les raisons qu'on connaît tous. Donc ici, vous avez le plus simple, avec des individus qui au départ sont susceptibles, c'est-à-dire peuvent être infectés, des machines qui peuvent être infectées, qui ensuite sont contaminés et participent au processus de contagion, puis ensuite sont cloisonnés, confinés et ne propagent plus le virus. Donc, où intervient le réseau ? Il intervient en fait dès qu'on regarde en fait différentes catégories. C'est ce que vont faire aussi les épidémiologistes en épidémiologie classique. Quand on va étudier, si vous vous souvenez de certaines publications qui ont été médiatisées sur les stratégies de déconfinement en Île-de-France, eh bien, les épidémiologistes se basent sur des modèles plus compliqués, mais surtout sur des modèles multipopulation, puisque vous avez des connexions entre différentes générations, entre différentes catégories professionnelles qui vont être différentes. Et ça nous amène par exemple à ce cadre qui est assez simple. Donc vous voyez, avec des jolies équations, un système d'équations différentielles qui définit l'épidémie, et avec essentiellement des coefficients ici, bêta Kj, c'est là que va intervenir le réseau, qui explique comment la catégorie K contamine la catégorie J. Et donc j'insiste pas trop sur ces équations, c'est pas l'objet, c'est juste pour vous faire sentir que typiquement, quand on va essayer de voir ces phénomènes de contagion et de voir si le portefeuille est suffisamment diversifié pour encaisser un choc lié à ce type d'attaque, ou également pour voir sur quel secteur on va vouloir cibler la prévention parce que ce secteur pourrait être systémique, enfin, ou en tout cas pourrait être à lui seul un nœud qui propage l'épidémie, eh bien la clé, ça va être d'identifier ce type de matrice. Et en fait, derrière ce type de matrice, vous avez un graphe. Vous avez un graphe, mais avec des étiquettes sur les liaisons. Alors ici, vous voyez, c'est un exemple de matrice qu'on a calibré c'est juste à titre d'illustration. Mais vous pouvez avoir des matrices qui vont être relativement creuses, éventuellement, si vous avez des parties qui sont isolées, et vous retrouvez un graphe où chaque nœud n'est pas forcément connecté, ou en tout cas n'est pas connecté avec la même intensité. Alors ensuite, tout l'enjeu, ça va être la calibration de ce genre de choses. Alors cette calibration, la difficulté, c'est que vous n'avez pas de carte d'Internet, donc vous ne savez pas faire ces choses-là. Donc soit vous vous reposez sur des statistiques macroscopiques ou sur du dire d'experts, soit il y a également d'autres possibilités que je vais laisser ma collègue vous présenter. Non, c'est pas tout de suite ? Ah non, j'ai un dernier slide. Ce dernier slide, il est très rapide. C'est pour vous montrer simplement ce qu'on peut faire avec ce type de modèle, à savoir tracer les évolutions des épidémies, savoir comment une attaque sur un secteur particulier ou sur une catégorie particulière d'assurés peut entraîner des conséquences sur d'autres, et également de cerner qui contamine qui pour voir où cibler la prévention. Et donc c'est pour ça, pour pouvoir faire ces choses-là, qu'on a besoin d'identifier la structure de réseau. Et l'idée, c'est qu'il est possible parfois, en faisant des hypothèses, bien sûr, qui vont vous être un petit peu expliquées très brièvement, mais d'essayer de trouver des indices dans la sinistralité qu'on observe sur le portefeuille pour essayer d'améliorer un petit peu cette vision des connexions entre catégories d'assurés. Et là, je crois que c'est à toi. Donc, mon micro, il marche ? Non ? Si. Donc, la question maintenant, c'est l'estimation du graphe, et donc, autrement dit, l'estimation de la matrice X, pourquoi XB, qui donc, en fait, comme Olivier vous l'a expliqué, qui en fait peut être représenté par un graphe où en fait les bêta IJ là vont représenter les connexions en fait entre deux nœuds du graphe. Donc en fait la stratégie à laquelle on pense, qu'on a utilisée, c'est donc en fait elle est inspirée de méthodes qui ont été proposées en écologie. Où, donc en fait là l'idée, eux ils regardent en fait l'abondance d'espèces de poissons dans différentes zones, et donc de savoir quelle espèce va manger l'autre par exemple, et donc quelle espèce va survivre. Et donc là ici on fait une analogie avec par exemple en se disant voilà, si une catégorie K d'assurés est fortement touchée par des attaques cyber, est-ce que la catégorie J va l'être aussi ou non?
Et donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait cette matrice B, en tout cas, c'est la même idée qu'en fait de l'analyse de corrélation et de comprendre s'il y a une corrélation entre différentes catégories. Sauf qu'ici, on est sur des données de type comptage et pas du tout sur des données en fait de type gaussienne. Et donc, il faut adapter ces idées. Donc le modèle qui est derrière, c'est un modèle poisson log normal. Donc ici, les NIJ, c'est le nombre d'assurés dans la catégorie J. Non, c'est le nombre de sinistres, pardon, dans la catégorie I. Et donc, on va introduire en fait un vecteur caché ZI, donc on n'observe pas. Et en fait, ce vecteur ZI, donc c'est en gros le profil de risque de chaque catégorie. D'accord. Et donc, à l'instant I, donc pour la période I, on a le profil. Et donc, ce qu'on suppose, c'est que donc, le nombre de sinistres, la loi du nombre de sinistres conditionnellement à cette variable ZI qu'on n'observe pas, suit une loi de Poisson d'une certaine moyenne qui va dépendre en effet de la catégorie dans laquelle qu'on considère. Donc évidemment, la moyenne, elle peut dépendre de la période aussi, mais on commence par, on va dire, la version la plus simple et après on peut compliquer. Évidemment, dans un modèle idéal, on aimerait que cette moyenne dépende éventuellement du temps. Et on suppose donc que cette matrice, cette variable ZI suit une loi gaussienne avec une certaine matrice de covariance qui en fait dépend de cette matrice B. Et donc si on connaît la matrice B, en fait, on connaît tout le modèle et donc on est capable d'étudier ce nombre de sinistres. Et donc toute l'idée, c'est de comment estimer cette matrice B. Et donc voilà. Et donc avant que je vous explique comment estimer la matrice B, de faire le lien entre les deux modèles, donc le modèle épidémiologique que Olivier vous a présenté et ce modèle-ci. Donc, en fait, là, il va falloir supposer. En fait, on est obligé de supposer que la matrice B, donc celle que Olivier vous a montrée, qui était à titre, par exemple, d'exemple, si on veut utiliser le modèle comme je vous l'ai présenté là, on va être obligé de supposer que la matrice B, elle est symétrique, parce que là, elle joue le rôle en fait d'une matrice de corrélation. Donc, si il faut qu'elle soit symétrique, ce qui évidemment n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, c'est pas parce que la catégorie K va influencer la catégorie J que ça va être vrai dans l'autre sens. Mais en tout cas, là, dans ce modèle-ci, voilà, c'est une hypothèse qu'on doit faire pour être correct. Et donc voilà, et donc il y a des connexions, on suppose aussi qu'il y a des connexions, en fait que les connexions implicites entre les assurés sont les mêmes à la fois en bas régime qu'en phase épidémique, c'est-à-dire en phase non épidémique et en phase épidémique. Ce qui, bien sûr, pourrait ne pas être le cas et pourrait dépendre de la phase dans laquelle on est. Et donc le nombre de sinistres aussi, donc on va supposer qu'il est produit à la fois par des attaques qui touchent indépendamment chaque secteur, et aussi par des petites cyberépidémies qui vont donc utiliser le schéma de contagion B qui était présenté avant. Et donc en fait le modèle poisson log normal, c'est une approximation du modèle de contagion précédente, et donc on va pouvoir retrouver, en fait du coup on va estimer B, la matrice B qui était présentée dans la partie d'Olivier dans les modèles de contagion, grâce au modèle poisson log normal en faisant en fait cette approximation. Et donc, maintenant, comment on estime cette matrice B? Donc, en fait, on est dans un cadre avec des données incomplètes parce que notre vecteur Z, on ne l'observe pas. Et donc, en fait, dans ces cas-là, l'algorithme qui est classiquement utilisé, c'est l'algorithme EM, donc Expectation and Maximization, qui a donc 2 étapes. Et ici, en fait, la difficulté, elle se trouve dans l'étape E, parce qu'en fait, on n'a pas la formule explicite. Normalement, l'étape E, en fait, elle consiste à calculer la loi conditionnelle en fait, de ZI sachant NI. Mais ici, en fait, elle n'a pas de formule explicite. Donc, en fait, c'est la difficulté qu'on a dans ce modèle-là. Et donc, en fait, l'alternative pour pouvoir réussir à contrer cette difficulté, c'est ce qu'on appelle l'approximation variationnelle, et donc d'utiliser l'algorithme variationnel EM. Et donc, en fait, il y a un algorithme, il y a un package R, il y a un package R qui est déjà qui est codé PNL Models, donc il est disponible pour utiliser. Mais donc là, il va falloir, en tout cas, la difficulté, elle réside là, encore une fois, dans l'étape E. Et donc, il y a aussi une étape, ça comprend en tout cas une régularisation l'assaut, de type l'assaut, parce que, comme vous l'a expliqué Olivier, il peut y avoir énormément de connexions. Donc, si on essaie de tout, il y a probablement des connexions qui n'existent pas, et donc la structure de graphe est probablement parcimonieuse. Donc, il y a des connexions où en fait les bêtas sont très proches de 0, voire 0, et donc on n'a pas besoin de les estimer. Mais on ne sait pas lesquels. Et je vais, je pense, recéder la main à Olivier
Voilà, donc il y a quelques références. Alors, je vais... Oui, non, ça va venir. Non, ça va venir. Ok. Oui, donc je vais conclure rapidement. Ce slide, c'est juste quelques références sur cette partie. Donc, ce qu'on voulait simplement dans cet exposé, c'est vous sensibiliser sur cette importance de la question de l'identification du réseau. Donc là, Geoffrey a parlé notamment sur le risque climatique, de l'importance des proximités entre communes. Il y a aussi d'autres problèmes en climat où il va falloir aussi potentiellement construire ces graphes à partir de données météo ou autres qui vont être extrêmement potentiellement gourmands en temps de calcul, mais c'est vraiment crucial si on veut être capable de cerner ces limites de modélisation. Et surtout, alors peut-être pour faire une petite conclusion sur la dernière partie, où on a été un petit peu rapide pour vous présenter les différentes techniques, juste pour vous dire que cette question de l'estimation d'une structure de graphe, c'est un problème statistique qui aujourd'hui connaît beaucoup de développement. On vous a montré ici une carte postale un petit peu de ce qu'on peut faire avec des packages un petit peu simples, même s'il y a encore du boulot derrière. Mais bien sûr, ce qui va être crucial, c'est également d'intégrer dans ces structures de graphes cachés une part jugement d'expert, parce que vous avez vu toutes les hypothèses qu'on est obligé de faire pour récupérer cette structure. Le but n'est pas forcément d'ailleurs d'avoir exactement cette structure de réseau, mais quand on regarde ces modèles de crise en cyber, on est dans une optique d'anticipation. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision la plus crédible possible du futur cyber Pearl Harbor, comme certains l'appellent, ou du cyber ouragan, comme le terme est souvent utilisé. Mais bien sûr, c'est mission impossible de savoir exactement quelle va être la structure exploitée. Voilà. Donc c'était pour vous faire cette présentation générale. Et bien sûr, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je vous remercie pour l'exposé qui était très clair. J'avais une question concernant la rupture ou la cassure d'un système de réseau, de structure de réseau, notamment par rapport à des actions de management ou des actions de prévention. Alors c'est valable sur la partie climatique, plutôt sur l'inondation, un peu moins que sur la sécheresse, mais ça peut être valable sur la partie cyber par rapport à éventuellement des actions de cybersécurité. Comment est-ce que vous avez été, dans vos travaux respectifs, ou est-ce que vous avez mis en œuvre des approches de cassure de structure de réseau? Alors, pour le moment, on n'a pas spécifiquement regardé ces choses, mais on peut les regarder justement une fois qu'on a le réseau, une fois qu'on a dégagé cette structure. Ce qu'on a regardé, c'est l'effet d'une attaque sur une part particulière et comment elle se transmet. Après, il y a un élément qu'on est en train de regarder dans des travaux en cours, qui est notamment en lien avec ce que j'expliquais sur Colonial Pipeline, c'est les conséquences. Parce que là, on parle pas, on vous a montré essentiellement des questions de fréquence, mais pas toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc, il y a une question, quand on attaque une partie d'un réseau qui devient défaillante, qui cesse de produire la partie, voilà, ce qui devait être produit, et qui entraîne ensuite des contagions ailleurs, ça peut entraîner des défaillances en cascade, y compris en dehors du simple risque qu'on a regardé dans certains cas. Je ne sais pas si ça répond. Pour les aspects liés à la prévention, j'ai entendu le mot prévention. Donc nous, on ne va pas avoir d'études sur l'impact de la prévention sur une forme de dépendance qui serait ensuite intégrée dans ces travaux. En revanche, la prévention est effectivement évaluée, mais plus sur les déformations de certaines covariables. Quelle sera l'influence d'une action de prévention sur la sinistralité à venir et voilà, les déformations de distribution comme cela, plutôt que sur les structures de dépendance.
Donc merci pour la présentation. Moi j'ai une question qui est, je pense, assez spécifique au niveau de votre matrice de contagion. Donc j'ai vu que les coefficients pour chaque catégorie, entre elles, ils ne sont pas égaux à 1. Donc j'imagine qu'il doit y avoir d'autres interdépendances qui sont prises en compte. Par exemple, entre mining et mining, c'est 0,06, c'est pas 1. Est-ce que c'est des intradépendances dedans ou c'est autre chose ? Alors ici, on n'a pas tout détaillé dans le modèle, mais en fait, on a décomposé le problème en deux avec une intensité globale de la contagion. Et en fait, cette matrice-là, elle est définie à une constante de proportionnalité près, voilà, qui va définir est-ce qu'on a quelque chose qui est très contagieux ou pas, hein, comme la différence entre la rougeole et le Covid, des choses comme ça. Et donc là, c'est une matrice qui est normalisée. Et donc en fait, c'est ici le choix de présentation qui est fait, c'est d'avoir une somme globale qui est égale à 1. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des secteurs sur lesquels... Enfin, c'est logique qu'il n'y ait pas le même total sur la somme de toutes les lignes, parce qu'il y a des secteurs qui sont potentiellement moins liés à d'autres, et donc qui vont moins transmettre la contagion. Ça permet de regarder ces taux permet de faire un peu un ranking aussi comme ça entre secteurs. Et là aussi sur la prévention, ensuite de pouvoir axer cette prévention sur les secteurs les plus sensibles. Oui, j'avais une question par rapport à la première partie là où donc, vous avez montré que la performance était liée notamment à la quantité d'information. Et cette quantité d'information, vous l'avez reliée au degré du graphe. Et je voulais savoir, est-ce que le caractère plus ou moins hétérogène d'un graphe peut avoir une influence sur les performances, en fait, parce que quand on regarde le degré, ça ne caractérise pas l'homogénéité du graphe. Alors ça, c'est... je ne sais pas si mon micro marche, oui. Donc c'est une bonne remarque. D'ailleurs, je ne l'ai pas commenté, mais j'ai mis un résumé de la distribution du nombre de voisins sur cette slide. Donc merci Olivier, on est sur la bonne slide. Alors après, effectivement, finalement, de notre graphe, on ne retient que le degré de celui-ci. C'est un peu ça votre question, ce qui est peut-être un petit peu étrange, je comprends. Cependant, c'est pour Janssen, en tout cas dans les constructions théoriques, c'est tout ce qui est nécessaire, en plus de supposer son existence, c'est son degré. Après, il existe d'autres types d'inégalités de concentration qui vont reposer sur des graphes, qui vont requérir, qui vont se baser sur d'autres synthèses du graphe. Mais là, pour l'inégalité de Janssen, c'est le degré de G. Mais effectivement, on pourrait quelque part j'entends votre question et on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en serait pour un autre graphe qui aurait un degré équivalent mais qui serait très différent avec des communautés beaucoup plus nombreuses. Voilà, effectivement. Ok, merci. J'avais une autre question aussi. Vous avez utilisé le super learner, là, qui est un modèle qui n'est pas très souvent utilisé parmi les modèles agrégés. Et donc, vous avez dit, en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a plus de résultats théoriques, en fait, c'est ça, par rapport à ce modèle. Est-ce que vous avez comparé avec des modèles plus classiques comme XGBoost ou les forêts aléatoires en termes de performance ? En fait, le super learner, effectivement, c'est pas très connu. Même si il y a toute une littérature et c'est plus souvent utilisé en santé. Bon, pour information, et le MAP5 travaille beaucoup en santé, ce qui explique aussi que j'ai recours à cette technologie dans le cadre de mes travaux. Alors après, pour comparer à d'autres algorithmes type XGBoost, en fait, ils sont quelque part, enfin même pas quelque part, ils sont inclus dans les algorithmes qui sont en compétition. Je ne les ai pas cités, mais il y a des XGBoost. Et en fait, les garanties théoriques, justement, elles ont leur importance puisqu'elles nous assurent qu'on fera au moins aussi bien, sinon mieux, que n'importe lequel des algorithmes fondamentaux. Donc la comparaison, en fait, elle est au niveau d'une part théorique. Mathématiquement, on a ce type, grâce aux inégalités du type, celle que j'ai présentée, on a ce type de résultat malgré la dépendance spatiale, dans notre cas. Donc ça, c'est une grosse plus-value de nos travaux. Mais on le constate aussi dans la pratique, puisque tous les algorithmes sont entraînés et réalisent leurs prédictions. Il est très simple ensuite de calculer les métriques pour l'ensemble de ceci et en fait de constater ce que théoriquement on a écrit. Voilà.
D'accord, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question cyber, une question un peu générale. Je voulais savoir quand est-ce qu'on a commencé à observer cette notion d'épidémie cyber entre les différentes catégories que vous avez citées. Et est-ce que ces travaux-là, ils sont récents? Est-ce qu'il y a d'autres approches que la vôtre aussi? Alors, la contagion dans le cyber, c'est pas nouveau dans le sens où il y a eu des travaux, y compris fin 90, début 2000, en utilisant l'analogie virus biologique, virus informatique, sur la propagation d'une contagion. Ces travaux-là, à l'origine, ils sont plutôt au sein d'un réseau bien identifié. C'est-à-dire, je suis au milieu d'une entreprise et je connais les différentes connexions et je regarde les nœuds de mon réseau qui sont potentiellement les plus dangereux. Et il y a eu justement des modèles épidémiologiques pour faire cette description qui passait mal d'ailleurs dans ce contexte-là. Parce qu'on arrivait à des taux de contamination on n'était pas le fameux R0 qu'on voit beaucoup sur tous anti-Covid, là il était à plus l'infini, quoi. Donc ça commençait à faire à tester les limites du modèle. Sur l'aspect vraiment plus macro, puisque là on est dans un modèle qui se place au niveau d'un portefeuille et pas seulement d'un individu, l'approche qu'on vous a présentée rapidement, on a fait des travaux avec notamment ma collègue Caroline Hilleret, les premiers ont été publiés l'année dernière, on avait commencé à travailler à peu près en 2020 là-dessus. Il y en a d'autres qui existent, qui vont être plus proches d'une réalité physico-physique du risque. Vraiment regarder, là aussi bien connaître un certain nombre de connexions, avec la difficulté que c'est très dur, statistiquement parlant, d'avoir des données suffisantes pour identifier cette structure de graphe. Donc en passant dans un monde un petit peu plus macro, et les travaux en cours que Maud vous a présentés aussi, montre qu'on peut estimer, grossièrement sans doute, mais de façon suffisante pour donner des chiffres plausibles, ce type de structure. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question et sur le climat et sur le cyber. Sur le climat, comment est-ce que vous prenez en compte, par exemple, le fait que sur la sécheresse, plus il y a eu d'événements sur une région donnée, plus dans le futur, il y a de chances que ça se reproduise. Et similairement, à l'inverse, donc dans le cyber, plus il y a eu d'événements sur des acteurs, moins il y a de chances que ça se reproduise parce qu'ils ont été sensibilisés. Ok, donc merci pour cette question. Effectivement, la sécheresse, on l'aborde dans le cadre de nos travaux comme un processus spatio, certes, je l'ai évoqué, mais aussi temporel, spatio-temporel. L'aspect temporel n'est pas géré par des graphes, donc j'en ai pas parlé dans le cadre de cet exposé. Maintenant, je vous remercie à nouveau pour cette question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le prendre en compte ? Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais ce qu'on fait déjà, alors, il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau théorique et le niveau pratique. Bon. Alors, le niveau théorique, je ne vais pas en parler. Au niveau pratique, on a déjà un schéma de validation qui va être adapté et qui va quelque part prendre en compte cette dépendance temporelle. On ne va pas réaliser une validation croisée simple, on va réaliser une validation séquentielle où on va comme ça apprendre avec des données par exemple de 2000 à 2010 puis prédire 2011 et ensuite de 2000 à 2011 prédire 2012 et ainsi de suite. Donc déjà, ça, il y a plusieurs raisons de procéder comme cela et c'est assez courant lorsqu'on étudie des séries chronologiques. Après, donc, une autre réponse concerne la constitution du jeu de données. Dans le jeu de données, on va intégrer des variables, des résumés de l'historique de certaines variables, notamment météorologiques, mais pas que. Donc on va intégrer, voilà, j'ai parlé du SWI, on va intégrer le SWI de l'année, mais aussi le SWI de l'année précédente et ainsi de suite. Idem,
puisque en fait on constate que les dommages vont être moins importants lorsque une commune va être reconnue plusieurs années de suite. Ils vont être de moins en moins importants parce que déjà indemnisés probablement, il y a déjà eu des opportunités pour les assurés de se faire indemniser. Eh bien, on va intégrer des informations qui renseignent du coût des exercices précédents pour chaque commune. Voilà, on a tout un tas de variables comme ça qui vont décrire l'historique pour permettre aux algorithmes de prendre en compte ce caractère temporel, mais ça nécessite, quand on fait cela, d'avoir un schéma de validation cohérent. Et pour parler un tout petit peu des aspects théoriques, disons que j'ai indiqué qu'on observait, je crois l'avoir dit, on observe une trentaine d'exercices de sécheresse. C'est très peu pour faire des analyses de séries temporelles. Et donc les résultats théoriques, ils ont à faire face à ces deux écueils, les dépendances spatiales et les dépendances temporelles, mais aussi le faible nombre d'observations au niveau temporel. Voilà. Et alors sur le cyber, en fait, c'est pas clair ce que tu dis, que plus on est attaqué, moins on a de chances de l'être parce qu'on est plus sensibilisé. En tout cas, il n'y a pas de données vraiment incontestables là-dessus. Je vais donner par exemple 2 contre-exemples. Il y a le premier, je suis attaqué. Heureusement, j'avais fait des sauvegardes de mon système et donc je vais restaurer ma sauvegarde. Sauf que je me suis planté et j'ai restauré un système qui était déjà infecté parce que l'attaque, elle n'est pas forcément instantanée. Donc là, est-ce qu'on considère que c'est la même attaque Ça dépend, parce que les hackers peuvent aussi attendre un certain temps, le temps que la personne se refasse. Et aussi, il faut savoir, notamment avec les attaques par rançongiciel, il y a aussi une question, tout dépend si la personne a payé la rançon ou pas. Parce que si la personne a payé la rançon, tout de suite, ça représente un bon client pour les acteurs malicieux du cyber. Et donc potentiellement, on peut voir ce genre de phénomène. Pour donner un exemple, alors, est-ce que l'effet n'est pas clairement mesuré, mais aux États-Unis, notamment, où il y a des assurances sur paiement de la rançon qui sont parfois assumées, à une certaine époque, on a dit qu'on essayait de déterminer si une victime était assurée ou pas, et si cette victime est assurée, c'est celle-là qu'il faut attaquer parce qu'il y a plus de chances que cette personne paie. Et donc voilà, la question c'est la capacité de payer. Donc qui a payé a plus de chances de repayer. Et voilà. Donc c'est difficile de savoir quelle est l'ampleur du phénomène. Certes, il y a une sensibilisation, mais voilà. Je vous remercie. Je termine par une question assez générique. Selon la complexité de la modélisation du risque cyber, est-ce que ça reste un risque qui est assurable à date? Alors là, je pense qu'on peut faire un deuxième atelier au moins, rien que sur cette question. Je vais répondre par une pirouette. C'est un risque qui est assuré. Donc ensuite, toute la question, c'est jusqu'à quel niveau on peut le mettre et comment justement on peut essayer potentiellement de repousser les limites de cette assurabilité. Parce que bien sûr, on peut assurer n'importe quoi en mettant une franchise très très haute et une limite d'indemnisation très très forte et en rajoutant 15 000 clauses d'exclusion, quoi. Donc toute la question, c'est de définir le périmètre. Voilà. Et donc, bien sûr, la connaissance du risque est une des façons d'arriver à savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer avec une remarque et une annonce, peut-être. La remarque, d'abord, c'est que j'espère que vous avez vu à quel point je passais bien les slides pour tous mes petits camarades. Merci, Olivier. Voilà.
Et la deuxième, juste pour vous dire que là, on a beaucoup parlé justement de méthodes statistiques pour apprendre sur le risque, et peut-être certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais 2022 est une année particulière puisque c'est l'année du centenaire de l'Institut de statistique de l'Université de Paris, l'ISUP, je fais un peu de pub, mais qui a été un peu l'acte fondateur de la communauté statistique en France. Et donc ceux qui auraient raté l'annonce, on célèbre notamment, on ouvre cette année des 100 ans, on l'ouvre au mois de juin, comme vous le voyez, on est toujours très, très en avance, avec une conférence dans l'auditorium à Jussieu, donc à 2 pas, qui est ouvert à tous, ISUP ou non ISUP. D'ailleurs, si ce n'était pas ouvert aux non ISUP, non anciens ISUP, on ne serait pas admis, ni Maud ni moi. Donc voilà, n'hésitez pas, on aura comme conférencier d'honneur Stéphane Dédéian de CNP et également l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous inscrire, je pense qu'il doit rester des places, et au besoin de nous contacter si vous voulez des précisions. Voilà. Il y aura du champagne, vous pouvez venir. Voilà. Ce qui normalement n'est pas le cas au buffet là, c'est pour vous dire à quel point on vous reçoit mieux.